Oui, donc bonjour à tous, Axel Magnan, je suis économiste à l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES à Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail sur le développement, le recours croissant au salariat précaire dans l'agriculture, en partant du cas français et en ouvrant un peu dans notre pays, notamment dans quelques éléments de comparaison avec ce qui peut se passer au Canada. Alors, le point de départ de cette recherche, sur le cas français qui m'a occupé jusqu'à peu près en 2022, c'est un paradoxe, c'est que la question du recours à des salariés précaires dans l'agriculture, c'est un sujet que final est peu abordé dans les débats sociaux et la littérature scientifique. On avait peu d'articles sur le sujet, une certaine littérature fragmentée, mais cette littérature fragmentée, ce qu'elle nous dit, c'est que il y a un déclin du caractère familial de l'agriculture en France, avec un soutien public au recours à des salariés précaires, que, a priori, ça a des impacts négatifs en termes de salaire et de conditions de travail sur les 10 salariés précaires, sans qu'on ait jamais réussi à montrer l'impact positif de l'exploitation qui y recourrait. Et en plus, on a quelques éléments qui montrent une augmentation des contradictions de capital-travail sur les questions de salaire, sur les questions de conditions de travail, de protection sociale, de flexibilité contractuelle, qui se manifestent en fait surtout à l'échelle locale ou dans des périodes un peu spécifiques comme durant le Covid, par exemple. Et pourtant, malgré tous ces éléments-là, on ne voit pas de mouvement social d'ampleur chez les salariés agricoles, ni de mise en discussion de leur situation dans les instances professionnelles et politiques du secteur. Et donc la question de recherche que j'essaie de traiter un peu aujourd'hui, c'est quels sont les mécanismes de régulation qui peuvent expliquer cette relative stabilité sociale malgré le recours croissant à des salariés précaires agricoles en France, et j'essaierai de développer un petit peu après sur la question de ce qu'on va retrouver ces mécanismes-là dans d'autres secteurs agricoles. Alors c'est un objet de recherche qui est au carrefour de différentes approches théoriques en économie, qui ont comme point commun de relier travail, travailleurs et institutions, donc relations professionnelles, que je crois que vous appelez plutôt relations industrielles ici, l'économie du travail institutionnaliste, notamment celle qui s'intéresse aux questions de segmentation, de fragmentation du marché du travail, et la théorie de la régulation, donc qui est un cadre de recherche en économie institutionnelle qui s'intéresse aux crises en économie et aux mécanismes institutionnels qui vont empêcher et réguler l'apparition de ces crises. Il y a aussi un apport d'autres sciences sociales, notamment tous les travaux qui sont intéressés à des mécanismes incrémentaux de changement institutionnel qui vont avoir des effets sur les situations de travail, notamment lorsqu'on n'a pas des mécanismes très top-down, issus de grands compromis institutionnalisés, notamment entre groupes sociaux et organisations syndicales, qui se mettent en place. L'idée d'avoir une perspective de recherche ouverte qui se laisserait justement la place d'identifier de tels mécanismes incrémentaux dans un secteur où, de toute façon, la relation salariale classique est en réalité loin d'être la seule à être présente. Le concept qu'on a essayé d'utiliser pour décrire ce dispositif institutionnel autour du travail, c'est celui de rapport social d'activité. C'est l'idée, enfin c'est le concept qui rassemble les formes de socialisation du travail et de l'activité dans un secteur, intégré dans un régime économique de fonctionnement qui va assurer l'accumulation du capital dans le secteur. Alors, dit comme ça fait un peu large. Concrètement, c'est-à-dire que ça rassemble à la fois les conditions d'exercice concrètes de l'activité dans le secteur, les instruments de politique publique qui vont les réguler, mais aussi les mécanismes, les instances, les lieux, les processus qui vont permettre la construction institutionnelle et le changement de situation de travail et des politiques publiques. Travailler là-dessus, c'est une nécessité de produire un certain nombre de données empiriques nouvelles, d'avoir des données qualitatives. On a fait une vingtaine d'entretiens institutionnels auprès d'acteurs syndicaux et publics du secteur, des enquêtes auprès d'exploitations agricoles, tout un travail sur la littérature grise, notamment administrative, législative, syndicale et scientifique existante. Également, on travaille sur les données de sécurité sociale agricole qui ont permis de préciser concrètement combien on avait de personnes qui étaient en situation de travail précaire dans le secteur. Sachant qu'ici, je parle de précaire au sens contractuel, hein, c'est l'ensemble des gens qui ont des statuts de travail qui ne garantissent pas une protection sociale stable. Hein. Donc, on va dire très simplement les gens dans des contrats indéterminés ou des statuts encore plus fragiles, mais on va dire, voilà, première instance. Et après, pour ce qui va être plus la partie recontextualisation, il s'agira plus de s'appuyer sur des données bibliographiques pour le moment, mais déjà. Alors, la situation en France concrètement, eh bien, l'analyse des données de sécurité sociale françaises, agricoles, ont permis de montrer que déjà, il y avait une grande diversité statutaire dans les travailleurs agricoles, c'est-à-dire que même dans les salariés en contrat déterminé, on a des CDD classiques, on a des contrats saisonniers, on a des contrats spécialisés pour les vendanges,
on a les apprentis, etc. Et qu'en plus, on avait une grande diversité de sous-traitants. Et que cette diversité, elle était aussi en évolution. Il y avait un triple mouvement de salarisation, on a de moins en moins d'exploitants agricoles et d'actifs familiaux et de plus en plus de salariés, de précarisation, parce qu'au sein de ces salariés, en proportion et en nombre absolu, on a de plus en plus de gens en contrat à durée déterminée, et d'externalisation, parce que parmi les salariés précaires, on a de plus en plus de gens qui ne sont pas employés directement par les exploitations agricoles, mais par des sous-traitants, qu'ils soient privés ou coopératifs. En France, notamment, ce qu'on appelle les groupements d'employeurs, qui en fait sont des... Concrètement, dans le cas qui nous occupe, ça fonctionne un peu comme des agences d'intérim coopératives, mais bon, je pourrais en reparler si ça m'intéresse. Ces salariés précaires, ils sont de plus en plus âgés. On avait un triplement des gens qui travaillent de plus de 60 ans. Et il y en a de plus en plus qui sont de nationalité étrangère. Ça atteignait 21% des travailleurs en contrat à durée déterminée qui étaient de nationalité autre que française en 2016. C'est moins que dans beaucoup d'autres pays nord-américains ou européens, mais c'est quand même un chiffre en augmentation. Et ces travailleurs, ils sont aussi caractérisés par une grande diversité de longueurs contractuelles. On en avait 54% pardon, qui sont employés en contrat de qui sont employés en contrat de moins d'un mois sur l'année 2015, et à eux tous, ils font 20% des heures totales des salariés. Et en face de ça, vous en avez seulement 14% qui travaillent sur une année plus de 6 mois cumulés, si on additionne tous les contrats, mais ils réalisent 30% des heures de travail. Et au-delà de cette diversité de profils, on a pourtant une uniformité des salaires. C'est-à-dire que globalement, la grande majorité sont payés au niveau du salaire minimum, voire pas beaucoup plus. Et c'est très différent, par exemple, des contrats à durée indéterminée, où là, on a des salaires qui sont plus hétérogènes et plus élevés. Cette diversité, elle correspond sur le terrain, on va dire que ce soit les salariés des sous-traitants ou des exploitations par ailleurs, à 3 catégories de personnes. D'abord, des salariés qualifiés résidant en France qui reviennent de manière récurrente dans les mêmes exploitations, qui réalisent des contrats souvent assez longs et qui ne vivent que de ça. En général, ils arrivent à se dégager une protection sociale via l'activité saisonnière. Des salariés non résidents en France qui sont présents sur des contrats de plusieurs mois, souvent affectés à des tâches relativement difficiles ou techniques, et qui, eux, survivent de l'activité agricole via la migration pendulaire. Et là où ça représente le plus de gens, mais qui font des contrats plus courts, pour le coup, des gens moins qualifiés, résidents en France, qui, eux, en fait, ont souvent un statut à côté, qui leur donne une protection sociale, des retraités, des étudiants, des mineurs, des chômeurs de longue durée, mais qui trouvent dans l'activité agricole un complément de revenus. Enrobant cette situation, on a un appareil de politique publique qui se caractérise par son asymétrie. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez de nombreux instruments facilitateurs du recours à des salariés précaires, notamment les exonérations de cotisations sociales patronales TODE pour travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, qui sont des exonérations limitées aux contrats saisonniers à bas salaire, mais qui peuvent représenter par mois et par travailleur plusieurs centaines d'euros de différence en coût du travail pour l'employeur par rapport à l'emploi de quelqu'un en contrat à durée indéterminée. Et en face de ça, toutes les politiques chargées de l'application et du contrôle du droit du travail et de la protection sociale sont fortement limitées dans leur application. Donc un bon exemple, c'est en 2015, il y avait 0% de taux de conformité lors des inspections contrôle droit du travail dans les exploitations agricoles françaises. Ça vous donne un petit peu l'idée de la situation. Ça a évidemment des impacts assez bien documentés dans les travaux monographiques sur les salariés précaires en question, une dégradation des conditions de travail et une multiplication des possibilités d'exploitation. Et en fait, si on prend un peu toutes ces données, ça va nous faire dégager, on va dire, 3 mécanismes institutionnels en jeu qui régulent les contradictions liées au recours croissant à ces salariés. Le premier, assez classiquement, c'est la segmentation, l'hétérogénéité maintenue du marché du travail sectoriel, qui va diviser les salariés par rapport aux employeurs, cette multiplication des types de contrats, des types de sous-traitance, des statuts de résidence en France pour les salariés, permet à l'employeur à chaque moment de choisir à un niveau de qualification voulu les salariés les moins coûteux et les plus flexibles. Et au cas où ça poserait un problème et qu'on arriverait dans un conflit parce qu'il faudrait que le salaire augmente, etc., c'est facile de s'en débarrasser et de trouver de nouveaux collectifs de travailleurs qui vont remplacer ceux qui ne vous satisfont plus. Du coup, cette situation, de fait, elle va fortement limiter la capacité, on va dire, de réguler l'offre de travail du côté des salariés, même lorsqu'ils sont organisés, et va limiter fortement l'expression des contradictions inhérentes à ces relations de travail, et en va même inciter à continuer à recourir de plus en plus à ce type de travailleurs. Ce qui vient s'ajouter à ça, c'est un second mécanisme, la régulation par l'opacité, qui concrètement, en fait, ça signifie que si vous essayez de savoir combien il y a de salariés précaires dans l'agriculture française,
Vous allez trouver plein de chiffres en circulation qui vont baser sur des données fragmentaires, des données incomplètes, qui ne prennent pas en compte toutes les exploitations, etc. Vous avez des données de protection sociale qui sont les seules à être vraiment précises, qui vont être un peu noyées dans ce flou-là. Et ça, combiné à la faiblesse des politiques de contrôle et de prévention, ça génère ce qu'on appelle une régulation par l'opacité, c'est-à-dire la mise en place d'un régime de connaissances qui masque les contradictions inhérentes au fonctionnement du secteur plutôt que les documenter, et va saper en fait la capacité de contrôle et d'évaluation de l'État. Ça a des impacts très directs sur les, sur les salariés, puisque ça va limiter leur capacité de mobilisation. Comment vous mobilisez, vous organisez, si vous ne savez même pas combien de personnes sont concernées par votre situation. Et en plus, ça a des conséquences sur les politiques publiques, puisque ça va énormément diminuer, sous-dimensionner les politiques de contrôle et de prévention, puisque si vous ne savez pas combien vous avez de salariés concernés, au moment de dimensionner l'enveloppe et les moyens humains de votre politique, vous allez prendre l'estimation la plus basse pour économiser de l'argent. Et c'est auto-renforçant parce que si vous sous-dimensionnez les politiques, vous n'avez pas les moyens de voir l'ampleur du problème, donc vous continuez de sous-dimensionner, etc., etc. Et dernier mécanisme, c'est une dérive institutionnelle. Donc c'est quand il se passe quand les institutions qui ne changent pas, mais que le monde change autour. Et dans le cas de l'agriculture française, c'est parce qu'en fait, on a une représentation extrêmement limitée des salariés agricoles, parce qu'on continue de percevoir et de traiter l'agriculture comme étant un secteur familial. Et donc, on continue d'avoir les institutions qui ont été faites dans les années 60, quand elle était effectivement majoritairement familiale, l'agriculture française, c'est-à-dire une gestion non paritaire de la protection sociale, et une non-consultation des syndicats de salariés agricoles lors des réformes, même quand les réformes concernent directement les salariés agricoles. Et donc, plus on a de salariés agricoles, plus cette gestion elle est éloignée de la réalité du secteur et mène à une sous-représentation institutionnelle et une représentation qui est dominée par les exploitants agricoles qui empêchent les revendications des salariés d'être considérées. Ces trois mécanismes-là, ensemble, ils entraînent une réduction de l'expression des revendications des salariés précaires et vont un peu mettre sous le tapis les problèmes générés par ce recours croissant, générant le mécanisme de régulation qui explique le fait qu'on n'a pas de mouvements sociaux, mais qui ne résout pas les problèmes, voire même qui continue d'encourager à recourir à plus en plus à des salariés précaires. Et donc, du coup, c'est une régulation qui marche à court terme, mais dans la stabilité à moyen terme, elle peut être questionnée. Et on va dire, la question sur laquelle là, je suis en train de travailler actuellement, et je vais vous présenter quelques éléments d'ouverture un peu sur le sujet, c'est comme ces mécanismes-là, la segmentation du travail, les dérives institutionnelles, vous les trouvez aussi dans d'autres secteurs, est-ce qu'on va retrouver ce type de configuration dans, on va dire, les autres secteurs agricoles des économies du Nord? Alors, j'essaie de reprendre là le cas du Canada qui est très bien documenté par les chercheurs canadiens, donc c'est bien, pour illustrer un peu cette question-là. Si on s'intéresse à la segmentation du travail, c'est un peu différent du cas français parce qu'on a un peu plus d'exploitants par rapport à nos salariés, c'est à peu près moite-moite au Canada, selon les chiffres officiels, et la moitié des salariés sont des saisonniers, parmi lesquels il y a donc une moitié de travailleurs étrangers temporaires et d'autres statuts. Par exemple, il y avait des travaux qui montrent qu'il y a des stagiaires non rémunérés qui sont présents dans les exploitations agricoles et aussi qu'il y a de la prestation de services au Canada, même si la question des salariés qu'il peut y avoir est, elle, moins documentée. Il y a une littérature qui montre que notamment les salariés étrangers temporaires ont aussi des conditions d'emploi et de rémunération défavorables, une limitation à la durée de leur contrat, etc., ce qui génère bien de fait une différence, une segmentation dans les conditions d'emploi des travailleurs. Et en plus, d'autres travaux montrent qu'il y a aussi une segmentation qui peut jouer sur la nationalité et le genre. Et donc, ce qui mène à effectivement, de fait, une segmentation qui ressemble à la situation française, même si elle donne une place différente aux travailleurs migrants et à la sous-traitance. La question de l'opacité, elle est un peu plus difficile à traiter en basant sur les données bibliographiques, mais les statistiques publiques ont l'air un peu plus claires quand même que les statistiques françaises sur le sujet au Canada, mais il y a quand même toute une littérature qui montre l'opacité quand même dans les exploitations liées aux contrats fermés. Donc, c'est des contrats attachés à l'employeur. Vous êtes en contrat, donc vous ne pouvez pas changer d'employeur au cours du contrat, qui met l'employeur en position de faiblesse et qui est d'autant plus opacifié par l'existence souvent d'intermédiaires, par l'imposition de standards de rémunération et de conditions de travail de fait dégradées, et comme dans le cas français, la possibilité de changer d'employeur, ce qui ne vous encourage pas à déclarer quand vous avez un problème. Et donc, vous retrouvez un peu cette asymétrie aussi dans les politiques publiques qui est propice au développement de cette opacité. Donc là, c'était le mécanisme où on est, d'une certaine manière, a priori, le plus proche de ce qu'on trouve dans la situation française. Et ce qui est différent, c'est justement sur le dernier mécanisme, on n'a pas vraiment de dérive institutionnelle comme on pourrait trouver en France, puisqu'une des spécificités du Canada, c'est qu'il y a une exclusion totale ou partielle, selon les provinces, de la négociation collective pour les saisonniers agricoles, historiquement fondée sur l'argument du fait que l'agriculture n'est pas un secteur totalement capitaliste dans les mêmes normes que les autres et qu'il y a besoin de normes un peu spécifiques.
Et aujourd'hui, il y a toujours des luttes pour ouvrir ce droit à la syndicalisation, et la résistance est presque fondée, quand on regarde les arguments un petit peu aujourd'hui qui sont développés côté patronal, sur l'idée que remettre le droit à la syndicalisation, ça fragiliserait la compétitivité des marges les plus familiales, les plus fragiles du secteur. Et donc là, on est peut-être plus dans un cadre de conversion institutionnelle, au sens où on a moins, on a des institutions qui sont restées les mêmes, mais qui ont réussi à un nouvel objectif, entre guillemets, défendre la compétitivité d'un secteur agricole national dans un monde beaucoup plus concurrentiel sur la production agricole, différemment. Et donc, du coup, on voit qu'on a cette situation, on a des mécanismes partiellement communs, partiellement différents entre les deux secteurs, mais qui ont des effets communs. L'impossibilité de génération de mouvements sociaux dans les secteurs agricoles, un blocage du dialogue social institutionnel et de fait une non-application des règles normales du travail qui existent au niveau national pour le salariat dans le secteur agricole, et donc une régulation qui est fondée sur un recours croissant à des salariés dans des contrats précaires. Et donc, en conclusion, on a donc deux secteurs qui sont caractérisés par des mécanismes, enfin par une tendance commune, mais des mécanismes en partie différents. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que les mécanismes que j'ai décrits, c'est des mécanismes qui ont une portée générique, hein, la segmentation, les dérives institutionnelles, l'opacité, vous les trouvez ailleurs, dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, que ce que j'ai décrit. Mais la façon dont ils se combinent à l'échelle méso, elle, est souvent un peu spécifique au secteur et aux pays discutés. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi des conséquences communes. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que dans tous les secteurs qu'on pourrait interroger, mais là, ça dépasse de loin mes seules capacités, c'est est-ce que les configurations institutionnelles propices au développement au recours à du salariat précaire se reposent cette triple capacité à couper la possibilité de mouvements sociaux, couper les possibilités de dialogue social institutionnalisé et couper l'application des normes normales du travail qui devraient s'appliquer depuis le niveau national, mais qui de fait n'arrivent pas à percoler dans un secteur donné. Et voilà, je voulais terminer en arguant de l'importance des analyses comparatives et d'essayer de mettre en place ce type de grille analytique, mais comme j'ai déjà largement dépassé, je m'excuse. Euh, Voilà, ben, écoutez, merci beaucoup, j'espère que j'ai été clair.